Un contrôle de police qui tourne mal. Un homme de 30 ans, Domenico D'Atria, est tué. Nous sommes à Liège, 18 septembre 2023, un mois jour pour jour que Domenico D'Atria était tué à Oupey. Donc on est venu rencontrer l'avocate de Domenico D'Atria pour en savoir un peu plus, puisqu'en autour de cette affaire il y a beaucoup de non-dits. Et donc l'avocate a envie un peu de rétablir une certaine vérité. On est venu ici la rencontrer à Liège avec tout un symbole derrière nous, l'indépendance de la justice. C'est le palais de justice, et donc elle va nous parler aussi de l'indépendance de la justice qui est, comme celle des journalistes, un peu mise à mal, c'est le moins qu'on puisse dire. Libre à vous de consulter gratuitement la publication qui va suivre, mais si personne ne s'abonne, si personne ne fait des dons, il n'y aura plus de publication. Nous ne cherchons pas à vous soutirer du pognon, nous avons simplement besoin d'argent pour continuer notre activité. Si vous appréciez notre travail, soutenez-nous, ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons continuer. Nous sommes à Liège, dans le cabinet d'avocat de maître Florence Gombron, qui est l'avocate de Domenico, qui était l'avocate de Domenico D'Atria, décédé le 18 août à Oupey, et qui a de nombreuses choses à nous dire, à la presse. C'est un plaisir de vous rencontrer, malgré le tragique de ce qui s'est passé, dont on entend beaucoup dans la presse, maître, mais qui ne reflète pas nécessairement tout ce que vous pensez, tout ce que vous avez vécu, parce que vous étiez, maître Gombron, avocate de Domenico depuis longtemps. Bonjour. Bonjour, merci de venir avec votre équipe. Effectivement, j'étais l'avocate de Domenico D'Atria depuis très longtemps, et maintenant je poursuis la sauvegarde de ses intérêts, de ses droits pour les parties civiles, parce qu'il y a beaucoup de parties civiles constituées à l'heure actuelle, donc la veuve, l'orpheline, la maman, le beau-père, la fratrie et l'oncle, le frère du papa. Et j'ai suivi son parcours depuis suffisamment longtemps pour pouvoir déterminer ses réactions, percevoir sa personnalité. Et il disait toujours avec considération que lorsqu'il n'arrivait pas à s'exprimer, donc au tribunal ou de manière générale, mon plaidoyer reflétait tout ce qu'il aurait voulu que je dise, sans avoir eu la capacité de le faire. Donc ça, c'est ce qu'il disait, ça me faisait quand même plaisir. Et donc ici, aujourd'hui, je vais devoir comprendre toutes ces prises de décision sans avoir même la possibilité de savoir ce qu'il aurait pu me dire. Donc il ne parle plus, et donc voilà, maintenant mon cheval de bataille, c'est justement aussi de défendre celui qui se terre dans un profond mutisme, comme par exemple un enfant se tairait face à la loi de l'omerta. Donc voilà ma mission. C'est vrai que si on parcourt la presse, ce qu'on découvre, si on ne va pas plus loin, c'est Domenico, quelqu'un qui avait déjà eu affaire à la justice. On a même pu lire qu'il avait fait de la prison. Vous allez revenir là-dessus, hein. Et donc on se dit, ben voilà, en fin de compte, on pourrait croire que c'est à ça que les médias veulent arriver. C'était un voyou qui était là sur cette place. Il a voulu foncer sur un policier, faire une tentative de meurtre, et les policiers ont tout simplement réagi en légitime défense et ont tiré sur lui. Ça semble un peu plus compliqué que ça, même si vous ne pouvez pas tout dire parce que l'instruction est en cours. Mais d'abord sur la personne en elle-même, ce n'est pas juste, c'est pas quelqu'un qui était juste défini par sa relation à la justice. D'abord, est-ce qu'il a vraiment fait la prison? Vous m'avez dit, on en a parlé avant, que ce n'est pas le cas. Donc il y a aussi des mensonges. Il y a aussi peut-être, c'est important de revenir sur, vous le connaissez depuis longtemps, vous expliquez qu'il n'avait pas assez de mots et que pour exprimer, donc c'est pas quelqu'un non plus qui vient d'un milieu bourgeois, je pourrais dire. Est-ce que vous pouvez un peu décrire qui il était Bien, comme vous l'avez dit, voilà, moi ici, je n'ai pas encore accès au dossier, et quoi qu'il en soit, il y a le secret de l'instruction.
Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'avant son dernier souffle, il m'avait contacté pour dire qu'il avait arrêté de fumer pour la première fois de sa vie. Il était très très fier de ça. Et il avait comme ça une motivation dans les derniers temps qui était assez incroyable. Il avait repassé son permis théorique et pratique de conduire. Je le voyais vraiment quand il me contactait avec de nouveaux projets. Il courait sa chance pour même reprendre une société de location et de vente de véhicules. Et donc je voyais tous ces efforts. Et là, quand j'ai appris son décès, je me suis dit, mais enfin, tous ces efforts déployés d'une manière aussi ardente pour en arriver à une mort aussi brutale, c'était incompréhensible pour moi à ce moment-là. Donc de plus en plus, j'essaye de comprendre ce qui a pu se passer, parce que c'était un chercheur d'avenir, il était en transition professionnelle et il n'a pas eu le temps de réaliser tous les projets qu'il avait à cœur. Donc un certificat de bonne vie et mœurs, paradoxalement, ça ne montre pas ce qu'on fait de bien dans notre vie. Et ici, je pense qu'il y a certaines de ces actions qui lui ont été imputées à justice. Il va falloir regarder tout cela. Et en l'occurrence, ici, c'est une justice à deux piliers. Je vois ici qu'on a le premier pilier qui est fondamental, c'est le droit à un procès équitable. Et parallèlement, l'indépendance de l'avocat pour pouvoir invoquer librement le droit et les faits tels qu'ils sont relatés. Et effectivement, pour répondre à votre question, dans le cadre de droit à un procès équitable pour une partie civile via le droit à l'égalité des armes, eh bien, je dois dire que retenir la légitime défense à ce stade-ci, sans même avoir entendu tous les témoins à charge, c'est totalement prématuré comme le décès de mon client. Donc, il n'y a pas qu'une seule piste à envisager. Toutes les informations qui sont relayées à propos du passé de monsieur sont en surcharge. Oui, ça je peux le concéder, je peux le vérifier, je peux exercer l'égalité des armes pour que justement ce n'induise pas dans l'esprit du citoyen un sentiment de démérite, un sentiment de dire, mais enfin, voilà, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi est-ce qu'il a fait ça, et finalement, tout est justifié, et non, moi, ce n'est pas ma position ici, en tout cas, je recherche la vérité. Mais sans entrer dans le détail et avoir à démêler le vrai du faux sur tout ce qui a pu être dit de ces dernières semaines, et pour ne pas développer le procès, je veux dire, hors des prétoires, je précise juste effectivement qu'il n'a pas fait de prison lorsque je le défendais. Domenico D'Atria, dont vous représentez la famille, avait 30 ans. Il était déjà passé par la case prison. Et combien il aurait payé sa dette à la société. Donc ça, pour moi, venir épiloguer sur ce sujet, ça dévie insidieusement justement sur le sujet principal qui nous occupe, relatif à la proportionnalité ou pas de l'usage d'une arme à feu, de l'usage de la force avant de faire feu de tout bois. Donc pour moi, c'est vraiment ça le débat essentiel dans le cadre de ce procès. Et on témoignerait pour quelqu'un de bien, mais si on vient à juger sur l'étiquette et à se dire, voilà, est-ce qu'on parlerait vraiment au prix d'un certain confort qu'on pourrait nous enlever, et c'est bien dommage d'en arriver à se poser ces questions-là, eh bien ici, moi, j'invite à témoigner à propos de celui même dont on referait, si vous voulez, le profil, on dessinerait un autre profil de cette personne-là. Donc, la notion, en fait, de mérite, à mon sens, elle est différente. On ne doit pas regarder si une personne ou pas méritait à ce qu'on puisse aller témoigner en justice. On doit justement, je pense, voir le dévouement méritoire d'un témoin qui irait témoigner en justice et voir aussi le devoir de mémoire par rapport aussi à l'orpheline. Parce qu'un jour, elle se posera des questions et on devra répondre aussi à ces questions-là. Là, vous voulez dire qu'il y a des gens qui pourraient témoigner, qui étaient là ce jour-là, et qui ne le font pas, ou vous anticipez peut-être certains qui craignent de témoigner, parce qu'on touche quand même à la police, là, donc c'est pas comme s'il y avait une risque ou je dirais un échange de tirs entre deux bandes rivales, où là on est un policier qui a quand même tué quelqu'un, et donc on peut penser que la police a peut-être pas trop envie
certains, que ça se sache. Hein. Ça, c'est moi qui avance ça. Mais donc, vous invitez les gens à ne pas avoir peur. Est-ce que déjà, à ce stade, vous pouvez dire qu'il y a des gens qui ont subi des pressions ou... J'entends effectivement des personnes qui ont peur de parler, c'est ce qu'on m'a relaté. Et c'est aussi sur ce point-là que j'aimerais intervenir pour justement essayer de faire la part des choses, parce qu'il faut vérifier si les craintes sont fondées ou non. Donc, d'une part, si les personnes ont peur de témoigner parce qu'elles imaginent que si jamais elles vont révéler ces éléments déterminants-là, elles vont craindre des problèmes par la suite. Mais il faut déterminer si ces éléments n'ont peut-être déjà pas été discutés au cours de l'enquête par rapport à d'autres témoins. Ça, c'est peut-être des appréhensions qui pourraient être levées assez rapidement. Mais d'un autre côté, si elles sont détentrices d'éléments qui sont les seules à pouvoir avoir vu toute la scène et avoir une emprise sur l'affaire, je pense qu'il faudrait aller au-delà de cette appréhension-là. Il y a effectivement des possibilités légales, parce qu'il faut bien connaître ses droits aussi. Il y a toujours des possibilités de témoigner de manière prudente et en respectant tous les droits et sans craindre justement des représailles. Mais il y a les témoignages totalement ou partiellement anonymes où on peut effectivement bénéficier de ce genre de mesures, mais il faut vraiment quand même venir démontrer que ce n'est pas juste un sentiment général de peur. Il faut quand même apporter un certain nombre d'éléments qui viendraient accréditer cette peur-là. Mais le témoignage, c'est à la police qui se fait. Oui. Mais là, malheureusement, on est dans un système où c'est la police effectivement qui interroge, mais on peut passer par un juge d'instruction aussi. Il y a moyen, et aussi peut-être de ne pas témoigner à la police de la région, il y a moyen d'aller dans un autre commissariat aussi. En tout cas, ce sera par le comité P, mais ici, s'il y a des craintes, il faut consulter. Il ne faut certainement pas rester avec des éléments aussi déterminants. Je pense qu'ici, il y a quand même un crime une personne est décédée, donc c'est quand même des éléments dont il faut absolument prendre en compte, faire la balance de tout ça. Et j'estime que c'est un devoir de citoyen aussi de témoigner. Et le seul cas que je verrai qui pourrait poser problème, c'est le cas où on aurait une abstention coupable. Cette personne-là, forcément, elle ne va pas aller faire le pas de venir témoigner dans la mesure où elle aurait commis une faute et donc elle ne va pas se dénoncer elle-même, si vous voulez. Mais dans l'hypothèse où ici, c'est un drame qui s'est passé à Oupey et que ces personnes sont même victimes collatérales de tout ça. Hein. On a quand même une balle qui a atterri dans le canapé d'un citoyen. Ils n'en parlent pas beaucoup, justement. Il y a une balle perdue. Tout à fait. Donc il y a des victimes collatérales. Est-ce que ces citoyens étaient entendus ? Je l'espère. Moi, j'estime que c'est normal. Ce serait normal d'entendre ce témoin-là. Si ce n'est pas le cas, on le demandera. Mais ce ne serait pas normal de le faire, de devoir nous le demander alors que c'est d'office. Il y a une balle qui s'est perdue dans l'habitation d'un citoyen et il faut évidemment prendre les mesures qui s'imposent pour déterminer l'origine du tir, où était le tir du policier et de savoir l'angle de prise, l'angle aussi. Donc il y a énormément de devoirs qui doivent être accomplis et donc venir parler d'une légitime défense ici, moi je dis attention quoi. Est-ce qu'une reconstitution va se faire ? Normalement, ce serait dans la logique des choses. Vous l'avez demandé ? Ou c'est le juge d'instruction qui l'a demandé ? Ce n'est pas à nous de le demander. C'est le juge d'instruction. Ici, en l'occurrence, je pense que ça va être dans les suites de la procédure, de manière assez classique. Oui. Et on veillera à ce que tous les droits soient respectés pour que chacun puisse déterminer la position de telle ou telle partie. Mais ma crainte ici, effectivement, c'est comme vous l'avez dit, c'est que les préjugés induits chez une personne vont pouvoir affecter la fiabilité et l'exactitude des souvenirs d'un témoin. D'autant plus qu'il y a les facteurs du stress, parce qu'ici on parle quand même d'un tir avec une arme à feu qui a provoqué la mort. Donc vous avez tous ces facteurs-là qui peuvent induire que les souvenirs de cette personne vont être peut-être altérés. Donc moi j'invite quand même à prendre des notes, si on ne prend pas le train en marche directement au niveau judiciaire, de prendre des notes pour que ce soit toujours bien frais, parce qu'après on peut oublier et tous ces éléments-là vont induire au niveau psychologique des réactions. C'est totalement normal. C'est très choquant la scène qui s'est passée. Hein. Donc c'est normal qu'il y ait des témoins qui n'ont pas encore peut-être pris cette décision de se dire allez je vais le faire, parce que prudence ne veut pas dire lâcheté non plus. Il faut être prudent, mais pas lâche. Donc il faut le faire.
Qu'est-ce qu'on sait sur ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Parce que voilà, il y a la scène telle qu'elle est présentée par les médias très rapidement. Hein. Très rapidement. Je crois que le vendredi, il y a déjà des articles, mais le lundi, ils ont déjà des articles où on dirait que l'enquête est déjà bouclée. Alors qu'il semblerait que ça soit quand même beaucoup plus compliqué à déterminer. Oui, c'est mon sentiment aussi, de dire qu'une enquête ne se boucle pas en quelques jours et on ne peut pas déterminer avec certitude. Voilà, c'est ça qui s'est passé, c'est beaucoup plus complexe qu'on le pense et il y a des expertises, des contre-expertises qui peuvent être demandées. Donc non, ne soyons pas trop... il faut être très patient. Et ça, j'invite aussi, par rapport aux parties civiles, d'être patient et de laisser la justice faire ce qu'elle doit faire et les devoirs qu'on doit demander. Et tout se fait dans la sérénité aussi. C'est ce que j'aimerais, que les débats soient sereins et qu'on puisse s'exprimer sereinement. Et c'est pour ça que je parlais du deuxième pilier, qui est justement l'indépendance de la profession d'avocat, le droit de pouvoir exercer son métier sans intimidation d'aucune sorte. Parce que quand je vois l'émission de télévision, hein, je ne sais pas si vous avez vu, là, on n'est pas tous les jours dimanche, ou au cours de laquelle il y a eu un incident avec l'avocat de la famille, moi je vois que... Vous pouvez l'expliquer pour... Ici, il y a un intervenant qui parlait d'un écran de fumée par rapport à l'argumentation de l'avocat. Et moi, j'ai quand même réagi, je réagis même aujourd'hui, parce qu'un avocat, il doit pouvoir travailler librement, sans avoir à le confondre avec la cause de son client. Donc notre rôle, c'est de pouvoir attirer l'attention du public sur les affaires, mais aussi de pouvoir discuter de manière appropriée avec les différents intervenants, avec les différentes autorités en charge. Et quand on a cet intervenant qui qualifie d'écran de fumée l'argumentation adverse, c'est assez incroyable parce que c'est justement le thème, et donc il faut que vous le sachiez et que je raconte cet épisode-là, c'est que c'est justement le thème qui m'a été donné de comprendre dans un autre contexte le jour du décès de mon client. J'étais en train d'étudier justement ce thème des écrans de fumée et autant recontextualiser l'expression, puisque un écran de fumée, c'est aussi et surtout une technique de légitime défense. Donc ça, c'est quand même incroyable parce que cette défense, elle peut être légitime de par son origine. Et je vais vous expliquer, et franchement, je pense que c'est très intéressant de pouvoir comprendre ces concepts-là, parce que de par son origine, cette défense peut être légitime. On y lit, si vous voulez, je vous montre carrément le texte ici, c'est un texte en néerlandais. C'est un texte qui est sur militairespectateur.nl. Donc j'étais en train de lire ce texte lorsque j'ai appris le décès de Minko. Et c'était incroyable d'avoir mon argument avant même que l'incident se produise. C'est dans ce texte, je ne sais pas si vous pouvez voir mon écran, et je vais l'allumer. Eh bien, voilà, c'est un capitaine d'artillerie. Et on voit, si vous voulez, je vous traduis le texte. C'est dans son introduction, il nous explique ce que c'est. Il dit que c'est justement le principe même de l'utilisation de la fumée, donc une colonne de nuée, réside dans l'exode de Moïse et des Israélites fuyant dans le désert pour éviter d'être vus et d'être tués par les persécuteurs égyptiens. Et donc un écran de fumée, c'est généralement employé par celui qui est persécuté contre la partie poursuivante. Je ne sais pas si vous me suivez, mais si dans un camp, donc le camp ici de Moïse, il y avait une légitime défense, puisque ici c'est dans le texte, c'est ce qu'on essaye d'expliquer, que c'est une technique tout à fait légitime. Mais si dans un camp on invoque la légitime défense en reprochant à un autre une technique de défense légitime, je pense que ça confond totalement l'entendement. Et donc, ce qu'il va falloir déterminer ici, c'est de percevoir quelle partie est dans son droit. Et c'est beaucoup plus délicat quand il y a une inversion des rôles. Et donc, à supposer que la partie poursuivante, et j'ai envie de vous dire, roulerait des mécaniques, pour justifier de son entreprise contre les droits et les libertés des individus, elle va prendre le contre-pied en prétendant qu'elle a été roulée. Vous parlez des pouvoirs publics, là Je parle en général dans ces contextes de conflit.
Si vous avez une partie poursuivante qui va venir rouler des mécaniques et qui va justifier de son action et de cette posture-là, elle va dire que c'est la partie adverse qui l'a roulé. Et c'est pourtant le persécuté qu'on voudrait livrer au rouage d'un fumeux système intimidateur. Moi, c'est uniquement pour pouvoir répondre à cette notion d'écran de fumée et de tous ces concepts de défense, mais lorsque j'entends cette intervention, moi, ça m'a fait bondir. Pourquoi ça m'a fait bondir? Parce que justement, je connaissais ces différentes techniques et cet écran de fumée, et je viens vous démontrer que c'est une technique aussi qui peut être légitime. Eh bien, c'est surtout aussi par rapport à l'indépendance de la profession d'avocat, quand on vient nous sortir ce genre d'argument-là, que ça me fait vraiment réagir. Et d'autant plus que je veux résister, moi, aux assauts qui sont commis contre l'indépendance de l'avocat. Or, justement, comme on reprend l'expression, se déguisant en cerf, pour bondir, justement, pour fuir à grand bond de ces rouages de la machine qu'on pourrait avoir sur sa route, parce que c'est exactement ça que je combats. C'est le fait de se retrouver dans un certain système et de ne pas pouvoir invoquer ces droits-là. On a une indépendance qui est un des piliers fondamentaux d'un état de droit, comme l'a concédé l'intervenant, puisqu'il a quand même expliqué ça aussi. Mais l'indépendance, ce n'est pas, pour ainsi dire, de la fumée. Même si le citoyen peut avoir l'impression qu'on lui jette un peu de la poudre aux yeux et que ça démange quelque part. Ouais, en gros, ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'indépendance des avocats. Disons qu'il faut résister. Il faut résister. Il peut y avoir de l'indépendance d'un avocat à partir du moment où on voit le problème, où on voit l'attaque qui est en train d'être commise et qu'on réagit. Tout simplement, c'est quand même garanti par le principe des Nations Unies. Il y a une recommandation qui nous dit clairement qu'on doit garantir ce genre de choses et qu'on doit surtout faire en sorte qu'on ne doit pas se sentir inquiété. Est-ce que vous ne pensez pas que les médias jouent un rôle, ils attisent le feu, ils jettent de l'huile sur le feu parce que si on avait des médias qui écoutent toutes les parties, qui ne présentent pas tout de suite Domenico comme un dangereux meurtrier, mais qui essaient vraiment de creuser, il y aurait une indépendance plus facile à avoir. Parce que là, je veux dire, l'avocat va sur un plateau de télé, il est déjà un peu le coupable, hein, parce qu'on sait que Domenico était présenté comme quelqu'un de mauvais. On se dit, bon, voilà, le peuple va dire on ne peut pas défendre un tel personnage. Donc, oui, on confond encore une fois l'avocat avec la cause de son client. Donc il y a une distance qui doit être faite, on doit pouvoir relater des faits sans justement être pris à partie. C'est ça l'indépendance de l'avocat, ce n'est pas être pris à partie et commencer à venir inquiéter une personne en lui faisant toute une pression de toutes sortes, des intimidations. À partir du moment où on commence à s'exprimer et que ça ne convient pas. Il y a une distance à avoir, l'avocat il doit pouvoir échanger d'une manière tout à fait normale et nous on écoute les différents arguments qui sont mis sur la table et on y répond de manière tout à fait sereine sans avoir besoin de brandir ou de menacer ou de quoi que ce soit. On le fait de manière tout à fait loyale et légale. Donc ici, je pense qu'il faut simplement remettre les choses dans l'ordre et dire qu'il y a des choses qui ne vont pas et je pense que déjà le dire, c'est déjà agir. Donc voilà. Est-ce que des journalistes sont venus vous voir d'autres médias? J'ai eu un contact avec un journaliste, mais ce n'était pas le moment pour moi. C'était un peu trop chaud par rapport au décès de mon client. J'avais vraiment une période où j'avais besoin de quand même comprendre ce qui se passait et donc ça j'ai laissé à mon confrère le soin de réagir dans la presse. Mais si je devais faire un droit de réponse, je pense qu'on me l'accordera. Mais ce qui serait vraiment essentiel, c'est vraiment... En fait, le problème, c'est quand on a une situation qui devient arbitraire, les deux premières victimes, c'est toujours les mêmes. Le journaliste et l'avocat. C'est toujours les deux premières victimes. C'est ça. Et donc, à partir du moment où ces deux
professionnels sont attaqués, on n'est plus dans un état de droit, enfin, c'est fini, c'est la dictature. Voilà. Et donc, à partir du moment où on réagit à chaque argument, parce que moi, j'ai une politique, c'est de réagir à chaque argument. Et voilà, et c'est ma liberté d'expression et je la prends. Et je respecte mon contradicteur et c'est comme ça que je fonctionne et que ça s'est toujours bien passé lorsque j'ai défendu M. Datria Domenico. Je répondais toujours à chaque argument qui m'était avancé et je compte continuer dans cette optique-là. Est-ce que quelqu'un qui se rendrait au commissariat et qui aurait été témoin ce jour-là de quelque chose dont il veut parler, est-ce qu'un policier peut refuser sa plainte? Non, dans la pureté des principes, non, puisqu'il y a une instruction qui est ouverte. C'est évident qu'on doit avoir des témoignages à charge et à décharge. Donc, si on commence à refuser des témoignages, c'est vraiment pas dans le cadre d'une justice équitable. Donc, il faut vraiment signaler ce genre de choses. Mais normalement, ça ne devrait pas exister. Il faut évidemment préciser que les gens peuvent témoigner dans des médias, et notamment chez nous, chez Kairos, ils sont les bienvenus s'ils veulent témoigner et qu'ils peuvent le faire de manière anonyme. On peut flouter, on peut flouter la voix, les visages. On préfère évidemment toujours que la personne se montre, mais on comprend qu'elle puisse avoir peur. Mais voilà, ils sont bienvenus pour témoigner. Et je pense que c'est un droit de la presse, du quatrième pouvoir, de recueillir, même pendant une instruction, des témoignages de personnes qui le voudraient. Mais on l'a vu dans les médias aussi, il y a des témoignages qui sont apparus dans la presse et qui n'ont peut-être pas forcément tout vu, mais il y a eu des personnes qui ont aussi témoigné. Maintenant, le mieux, c'est évidemment de faire ça via l'instruction. Mais peut-être que si dans un premier temps, ils estiment que c'est beaucoup plus facile et que vous avez plus de garanties à leur offrir, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Maintenant, pour nous, pour la famille que je défends, c'est vraiment le mieux pour nous, si on veut aider la famille et la justice, c'est de témoigner en justice, bien sûr. Mais si il y a des craintes qui sont vraiment trop fortes, moi je ne peux pas me mettre à la place de ces personnes-là, mais je ne peux que les encourager vraiment à faire ce pas. Voilà. Au cours de l'instruction, je suppose qu'on aura l'occasion de se revoir quand il y a des éléments nouveaux qui arrivent. Nous, on va continuer à faire notre travail. Merci en tout cas de votre courage de témoigner, parce que comme avocat, ça devrait être quelque chose de logique de témoigner dans les médias, mais actuellement, aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement quelque chose de facile. Non, effectivement, c'est même un défi parfois avec les relations avec les pouvoirs publics, de pouvoir parfois s'exprimer. Mais bon, en même temps, c'est bien de recadrer, de revenir sur certains points, de pouvoir dialoguer. Je pense que c'est uniquement comme ça, avec le contradictoire, qu'on va pouvoir avoir la vérité. Et d'ailleurs, la famille, c'est tout ce qu'elle souhaite. Si on viendra dire que la famille a de mauvaises intentions, je peux vous assurer que ce n'est pas du tout le cas. Quelle qu'en soit l'issue, que ce soit favorable ou défavorable, elle acceptera la situation. Ils veulent juste savoir la vérité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé cette journée-là et qui fait qu'ils ont perdu un enfant, un compagnon, un frère. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé ils veulent des explications, ils ne sont pas là pour rajouter des choses, ils n'appellent pas à la violence, pas du tout. Mais on n'est vraiment pas du tout dans ce contexte-là, et ça je tiens vraiment à l'affirmer. Ils ne veulent tout simplement pas qu'on réécrive l'histoire, qu'on invente des choses, qu'on gonfle les dossiers à charge contre mon client. Ils veulent même qu'on respecte aussi sa mémoire. C'est vraiment essentiel, et de voir qu'on a une famille qui ont marché ensemble vers la paix, vers voilà, c'était leur réponse à cet acte de violence. C'était je pense que vous avez suivi, d'avoir une marche blanche qui avait été admise et de faire en sorte qu'ils puissent se recueillir tous ensemble pour se soutenir. Et les différents commentaires, les différentes réactions, des fois c'est dans un sens favorable, et donc les personnes, ça leur met du baume au cœur aussi de pouvoir avoir du soutien. Mais d'un autre côté, les messages qui sont plus défavorables, ça ne fait qu'entraver le deuil qu'ils sont en train de devoir vivre, et ça le rend beaucoup plus douloureux. Donc ça, j'espère vraiment que les personnes vont comprendre qu'ici, ils veulent simplement, contrairement à ce qu'on a pu en dire,
déposer tous les éléments qu'ils peuvent avoir dans les parvis de la justice et qu'elles puissent juger ça librement et équitablement. Donc ça, c'est la volonté de la famille. Certainement pas autre chose. Je pense qu'il faut vraiment le répéter. Je n'ai jamais eu, dans le cadre de mon entretien, une seule fois le fait qu'on veuille appeler à la violence. Jamais, jamais. Donc ça, je ne veux vraiment pas. On a vraiment des personnes extraordinaires qui sont vraiment très gentilles, très bienveillantes. Ils n'ont pas à subir, je veux dire, ce que Datria Domenico aurait pu, dans son passé, avoir fait, alors qu'il a purgé aussi sa peine, mais ils n'ont pas non plus à subir les conséquences de cet acte dont on ne sait même pas encore déterminer qui est légitime ou pas dans cette histoire-là. Donc je pense qu'il faut pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer et que la famille, je pense qu'elle veut aussi que les avocats puissent intervenir et puissent discuter sereinement au cours des débats pour démontrer qu'il y a une bonne gestion de l'affaire, parce que sinon ça génère un sentiment d'impunité, un sentiment d'injustice, et c'est jamais bon ça, hein, d'avoir un sentiment d'injustice. Donc je suis là aussi pour me dire, voilà, il faut que je parle de tout cela, parce que voilà, les faits, j'ai quand même suffisamment de recul aussi. Les faits se sont passés quand même il y a quelques temps, donc on a pris du recul sur toute l'histoire et j'invite vraiment tout le monde à la bienveillance vis-à-vis de la famille et on verra l'issue de tout cela et qu'on respecte le travail de la justice et ça se passera bien, tout simplement. Merci, Maître Corbeau. Merci à vous.